Bonsoir à toutes et tous. Cela me fait plaisir de vous voir ce soir ou ne pas vous voir parce que vous n'avez pas branché vos caméras. Mais nous avons un intervenant parmi nous qui sera certainement très intéressant. C'est un historien et je demande tout de suite à Ulrich de le présenter et de lui poser la question des sigles, c'est-à-dire il vient d'un institut et d'une section d'un institut IFRI-CERFA. Tout le monde, je pense, ne connaît pas ce qui se cache derrière ces sigles. Peut-être serait-il bon d'expliquer Ouais. tout cela à tous nos adhérents présents et Oui, donc aux autres. merci Barbara. Oui, effectivement, donc on est d'abord très heureux d'accueillir Monsieur Paul Maurice, qui devait d'abord venir à Rennes. On avait organisé une conférence à l'Espace Ouest France. C'était un espace prêté gracieusement par ce grand quotidien français pour des activités associatives. Donc, on a invité Monsieur Paul Maurice, qui est chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, qui est intégré à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Hein, j'avais d'ailleurs d'autres d'anciens collègues qui travaillaient étroitement avec l'IFRI. Donc, on était très contents d'avoir pouvoir intéresser Monsieur Paul Maurice et de l'amener à accepter cette conférence qu'on souhaitait à ce moment-là, par rapport aux 30 ans après l'unification, c'était en 2020. Depuis, la pandémie nous a obligés de reporter cette date. Et donc là, on arrive à une belle période qui sont les Journées de l'Europe. C'est la fête de l'Europe en Bretagne comme en France et ailleurs. Et donc, merci à Monsieur Paul Maurice d'être là ce soir et de nous éclairer sur l'Allemagne et l'Europe, le rôle que l'Allemagne a pu jouer et qu'il a joué pendant les 30 ans qui se sont écoulés. Et d'ailleurs, je me permets de rappeler que M. Paul Maurice est un chercheur très prolifique avec énormément de publications. La dernière du mois d'avril n'est pas tout à fait uniquement allemand, c'est pacifisme à géométrie variable, c'est plus spécifique par rapport au rôle que joue l'Allemagne dans ce contexte-là. Et le regard des partis allemands sur la participation de la Bundeswehr, qui est, comme vous le savez, toujours très contestée. Mais il y a deux publications qui m'ont particulièrement intéressée, disons, dans l'espace des derniers 6 mois, parce que vous en avez une quasiment tous les mois. C'est la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne, quel bilan géopolitique, qui est une publication du mois de février. Et au mois d'octobre dernier, 30 ans après la réunification, le mouvement européen de l'Allemagne. Donc, je pense que vous êtes tout à fait la personne qu'il nous fallait de parler du thème qu'on a d'ailleurs, on s'est mis d'accord de choisir ce thème-là. Donc, c'est un commun accord. Voilà, donc je suis contente de vous donner la parole, que vous ayez accepté d'intervenir dans ce cadre des Mardis de la FAFA. Et comme disaient nos collègues tout à l'heure, Jean-Michel, bon, c'est la visio, ça a un inconvénient, on n'est pas en présence, mais ça a l'avantage d'élargir énormément, géométriquement, la possibilité pour les personnes de participer à la conférence. Donc, à vous, je vous passe la parole, Monsieur Paul Maurice, et merci d'être là. Bonsoir, merci pour cette invitation. Puis je suis ravi que malgré tout, la visio nous permette de faire la conférence qui aurait été, j'imagine, encore repoussée si on avait dû la faire en présentiel comme on dit maintenant. Donc je suis ravi d'être là ce soir. Comme vous l'avez rappelé, on avait prévu au départ de faire quelque chose plus spécifique sur la réunification elle-même. Et puis là, en décalant, on arrive à l'événement comment dire, de l'anniversaire de la CECA, du traité de Paris. Donc finalement, il y a un peu un lien, deux anniversaires qui vont se croiser à travers cette conférence. Et je vais revenir sur ces points qui sont finalement complémentaires, c'est-à-dire sur le bilan et les perspectives de l'Allemagne en Europe, 30 ans après l'unification allemande, mais aussi dans une perspective plus large, et puis aussi dans la perspective de ce qui va venir, c'est-à-dire les élections allemandes du mois de septembre 2021. Alors,
le processus de réunification allemande, je vais commencer par là, il a été très rapide. Vous le savez tous, entre le 9 novembre 1989 et le 3 octobre 1990, moins d'une année pour la réunification allemande. Et ce processus très rapide était peut-être nécessaire, mais il a permis de résorber immédiatement des fractures, qu'elles soient territoriales, sociales et politiques, qui aujourd'hui sont toujours vivement ressenties. Donc, cette question, on peut la poser aujourd'hui de où est l'Allemagne face à sa réunification, puisque dès les années 89-90, tout le monde disait qu'il faudrait peut-être une génération pour que cette unification allemande soit pleinement accomplie. Donc on peut poser cette question de savoir où nous en sommes aujourd'hui. D'autant plus que le contexte, celui qui nous contraint à être en visioconférence aujourd'hui, celui de la pandémie de Covid-19, de coronavirus, a frappé durement l'Europe et a rebattu un peu les cartes européennes et de la place de l'Allemagne en Europe. Elle a un peu accéléré certains processus et renforcé d'autres. Et donc, on peut se demander en quoi ce 30e anniversaire, au moment à la fois de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne, du contexte de la pandémie mondiale et européenne, a été révélatrice, enfin, ont été révélatrices les célébrations de la position de l'Allemagne vis-à-vis de l'Union européenne. Alors, j'avais préparé un PowerPoint qu'il faut que je partage, puisque je peux le faire, donc pardonnez-moi, j'avais oublié de le faire dès le début. Voilà, avec une magnifique illustration du drapeau européen et du drapeau allemand qui se rejoignent en 1989 devant le Bundestag, enfin le Reichstagsgebäude, le bâtiment du Reichstag. Et je voulais commencer par des choses qui sont très simples, mais qu'il faut rappeler, c'est-à-dire quelle est la place aujourd'hui de l'Allemagne en Europe. Alors là, je vous ai mis une carte de 2017, enfin, pardon, 2019 avec des chiffres de 2017, pour commencer avec la population, les populations europééennes. Et si on commence avec ça, l'Allemagne est le pays le plus peuplé d'Europe. C'est peut-être une évidence, mais il faut aussi le rappeler parce qu'il est l'État le plus peuplé et de loin devant la France et à l'époque encore le Royaume-Uni. Deuxième évidence qu'il faut rappeler, c'est aussi la part importante de l'Allemagne en termes économiques, du PIB allemand par rapport aux autres États européens. Et vous voyez, je vous ai mis deux documents. Le premier, c'est-à-dire la carte, enfin, ce sont un peu inversés, mais la carte qui montre que l'Allemagne est le premier PIB européen et le quatrième PIB mondial. Et alors, bon, le choix des couleurs peut toujours être trompeur, mais on voit qu'il est nettement devant les autres États. Ce que le deuxième document illustre bien, le PIB allemand représente plus du quart du PIB de la zone euro en 2019. Et enfin, dernière chose, la question de la contribution budgétaire des différents États européens. Et là, encore une fois, je dois amender ce document puisque ce sont les chiffres de 2017, même si le document a été édité pour les élections européennes, pour la presse des élections européennes en 2019. La contribution de l'Allemagne au budget européen aujourd'hui est de 25,8 milliards. Avec des fonds reçus en retour qui sont de 12,2. Donc on peut dire que la contribution allemande, la contribution nette allemande aujourd'hui est de plus de 13 milliards d'euros à l'Union européenne. Donc ce sont des choses qui semblent évidentes, mais si on regarde l'Allemagne en 1989-90, elle n'était pas dans cette situation-là. D'autant plus si on regarde dans les années, au début des années 2000, où l'Allemagne était souvent considérée comme un peu l'homme malade de l'Europe. Donc, cette question, elle va poser la question du destin de l'Allemagne entre 1990 et aujourd'hui, et pour ensuite arriver aux perspectives que cette Allemagne peut avoir en Europe. Et je reviendrai ici sur une citation que j'avais trouvée intéressante du ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, qui avait dit au moment des commémorations de la chute du mur de Berlin en 2019, il avait dit « L'unité allemande, c'est aussi le cadeau de l'Europe à l'Allemagne ». C'est vrai, et donc j'interrogerai en posant la question à l'inverse, c'est-à-dire dans l'autre sens, en quoi, dans quelle mesure l'intégration qu'a connue l'Union européenne, l'approfondissement des institutions européennes depuis 30 ans, n'est pas aussi le cadeau de l'Allemagne à l'Europe? Dans quel sens l'Allemagne n'a pas aussi permis cet approfondissement de l'Europe et quel rôle l'Allemagne a joué dans tout cela?
Donc, je reviendrai sur tout cela en 4 points, en 4 temps. Le premier temps que je vais commencer tout de suite est celui de la question de la renaissance européenne de la RFA au moment de l'unification allemande. Alors, ne partez pas tout de suite, je vais être un petit peu technique ici, mais je pense que ce sont des questions fondamentales. Je vais parler un peu de droit constitutionnel, c'est-à-dire comment l'Allemagne et l'Europe sont juridiquement intrinsèquement liées dans la constitution allemande. Pourquoi c'est important? Parce que l'Allemagne est un État qui, depuis 1945, enfin l'Allemagne fédérale, l'Allemagne de l'Ouest, qui est un État qui a fait du droit le garant de la démocratie et le garant du fait que l'Allemagne nazie ne reviendra pas. Donc le fait d'inscrire tout ça dans le droit, on le verra sur la Bundeswehr, Madame Huette a évoqué ma publication sur la Bundeswehr, et aussi c'est important pour ça, la réunification devait s'inscrire dans la Grundgesetz, dans la loi fondamentale allemande. Et à l'origine, cette Grundgesetz, qui a été adoptée en mai 1949, était un texte provisoire. Pourquoi c'était un texte qui était considéré comme provisoire? Parce qu'il a été fortement influencé par les puissances occupantes de l'Allemagne en 1949, et à l'époque, la RFA n'avait pas sa pleine souveraineté. Il faut attendre plusieurs années, notamment les années 1950, pour que l'Allemagne retrouve une grande partie de sa souveraineté. Et deuxièmement, texte provisoire, puisque c'était un texte qui devait faire la transition en attendant une réunification, l'écriture d'une constitution pour l'ensemble de l'Allemagne. Quand ce qu'on appelait à l'époque la zone d'occupation soviétique, en 1949, avant la création de la RDA, ne puisse être, comment dire, constituée avec la RFA une seule et même Allemagne. Et l'article 23, alors je vais dire l'article 23, pourquoi il nous parle de l'article 23, vous allez voir, l'article 23 est important pour ça, puisque c'est l'article 23 qui permet la réunification, qui permet l'accession d'autres territoires allemands à celui de la RFA nouvellement créé. Donc, j'ai surligné ici, dans d'autres parties de l'Allemagne après l'accession de celle-ci. Bon, alors jusqu'en 1990, ça a surtout servi à la Sarre, qui est revenu dans le giron de la RFA dans les années 50. Et l'autre possibilité pour arriver à la réunification, c'est l'article 146, c'est-à-dire celui qui dit que la loi fondamentale ne sera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été remplacée par une constitution adoptée par le peuple allemand en pleine liberté de décision. C'est-à-dire que le peuple allemand qui ne serait pas sous une dictature communiste comme à l'est de l'Allemagne. Néanmoins, cette constitution n'a jamais été rédigée, et elle n'a jamais été adoptée, que ce soit par un référendum ou par voie parlementaire. Donc c'est intéressant parce que c'est, du point de vue de l'Est de l'Allemagne, de Lothar de Maizière, qui était le ministre-président de RDA après les élections démocratiques du 18 mars 90, c'est l'article 23 qui est choisi parce qu'il était plus rapide. Il permettait à la RDA d'entrer très rapidement, je l'ai rappelé, hein, la RDA voulait faire vite pour profiter aussi de l'élan populaire. Mais une querelle a été importante et elle a opposé les partisans de l'article 23 et les partisans de l'article 146. Et aujourd'hui encore, l'article 23 nourrit l'idée d'une annexion de la RDA par la RFA, et on va le voir dans un second temps de mon exposé, qui crée aussi des ressentiments très importants de la part des populations vis-à-vis de cette OPA, parfois considérée comme hostile, de la RFA sur la RDA. C'est nier les mouvements de 1989-90, et puis aussi les élections de mars 90 qui ont donné une majorité pour la réunification. Pourquoi j'insiste aussi sur l'article 23? Puisque l'article 23 a été remplacé en 1992 par un article qu'on appelle l'article européen. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a considéré que toutes les autres parties d'Allemagne ont accédé à la RFA, on a oublié la Prusse orientale, Kaliningrad, Königsberg, etc. Ça ne pouvait plus entrer, c'était pour rassurer les Russes. Et à partir de 1992, on considère que c'est bon. L'unité allemande, elle est acquise, on ne revendique pas d'autres territoires, et on la remplace par un article sur l'Union européenne. Donc c'est intéressant de voir que ce tournant 89-90, l'Allemagne passe de l'objectif de sa réunification à un objectif de l'Union européenne. Et d'une certaine manière, elle retrouve sa pleine et entière souveraineté en 89-90, et elle en délègue tout de suite, dès 92, juste avant le traité de Maastricht, une partie à l'Union européenne.
Donc, on a ici quelque chose qui est intéressant à la fois dans la perspective de l'Allemagne, enfin, dans le lien entre réunification allemande et construction européenne, mais aussi dans la projection que va faire l'Allemagne de sa politique étrangère, qui va être centrée sur la question européenne et qui va faire aussi que l'Allemagne est un État très européen, avec paradoxalement des freins à la construction européenne. Et c'est tout le paradoxe de l'Allemagne vis-à-vis de l'Union européenne. Je voulais insister aussi très brièvement sur le fait que le Bundestag peut nommer une commission des affaires de l'Union européenne. Donc c'est un article qui insiste sur l'article 23, comme je viens de le dire, et c'est intéressant puisque c'est l'une des seules commissions du Bundestag, donc du Parlement allemand, de la représentation démocratique de l'Allemagne, qui est expressément nommée par la loi fondamentale. Il y a de nombreuses commissions qui existent, mais qui ne sont pas nommées par la loi fondamentale. C'est-à-dire que l'Union européenne est finalement constitutionnelle depuis la réunification allemande. Donc les deux sont extrêmement liés. Alors, dans un second temps, je voulais revenir sur la question de l'unification à l'unité, sur la question du bilan globalement positif. Pardon de citer ici de manière un peu ironique Georges Marchais qui parlait de l'Union soviétique à la fin des années 1970, mais et ce qui lui était souvent reproché. Ici, j'essayais de le voir de manière plutôt neutre, c'est-à-dire est-ce que l'unité allemande a aujourd'hui un bilan globalement positif? Alors, quand on avait décidé avec Madame Huet du nom de la conférence, il y a toute la question du terme qu'on utilise en français. On utilise souvent le terme de réunification. Alors, puisque en allemand, on utilise le terme de Wiedervereinigung. Je préfère utiliser le terme d'unification parce que finalement, le terme de Wiedervereinigung, de réunification, c'est assez historiquement faux. Et je voulais vous montrer ça de cette manière-là avec ces deux cartes. À droite, la République fédérale depuis 1990, la République unifiée, mais qui ne réunifie pas les territoires qui sont représentés sur la carte de gauche, c'est-à-dire les territoires du Reich, enfin de la République de Weimar, c'est-à-dire des frontières, souvent qu'on appelle les frontières de 1937. Donc ce n'est pas une réunification, on unifie deux États, deux parties du territoire allemand, mais on ne réunifie pas, je parlais tout à l'heure de Königsberg, qu'on voit ici, qui était en Prusse orientale, qui n'a jamais été une ville russe, on va pas revenir sur Danzig, sur la Poméranie, etc. Et cette question du vocabulaire, elle est aussi très présente en Allemagne dans le terme qu'on utilise pour définir cette période. On utilise souvent le terme de Wende, c'est-à-dire de tournant, qui est un terme finalement très neutre et qui a peu à peu supplanté celui de révolution pacifique. Révolution, il y avait quelque chose d'un bouleversement. Et ce terme, il est important de Wende puisqu'il est assez descriptif. Il n'est pas très mobilisateur pour les populations, ce qui fait que le 3 octobre, qui est la fête nationale allemande, a du mal à mobiliser les foules. Si bien, je l'ai rappelé dans une des publications que Mme Huet a signalé, que le gouvernement Schröder proposait même de décaler la fête nationale, le jour férié, de le supprimer, de le décaler au week-end qui suivait. Donc, on a une difficulté à mobiliser tout ça. Et l'historien Ilko Sacha Kowalczuk parle même d'Übernahme pour la réunification. Et c'est-à-dire l'acquisition, le rachat de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest. Donc on a ici quelque chose qui, fondamentalement, dès le début, est assez complexe dans le rapport des deux Allemagnes entre elles. Et ceci d'autant plus que dès juillet 90, le chancelier Kohl promettait des paysages florissants pour l'Allemagne de l'Est, les blühende Landschaften aux Allemands de l'Est. Et on voit 30 ans après que beaucoup ont encore cette expression au travers de la gorge, puisque beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup ont dû migrer pour pouvoir continuer à travailler. Néanmoins, le gouvernement actuel considère qu'aujourd'hui, enfin en 2020, cette promesse a été tenue
Et comment est-ce qu'on peut savoir ça? Chaque année, au mois de septembre, le gouvernement publie un rapport annuel sur l'état de l'unité allemande par le délégué du gouvernement en charge des ce qu'on appelle encore les nouveaux Länder. Donc ce délégué qui s'appelle Marco van der Witz. Il a déclaré en septembre dernier, quand il a présenté ce rapport, dont vous voyez la couverture, que les choses ont pris plus de temps que prévu, mais dans la plupart des domaines, on peut dire que l'unité elle a été retrouvée, unité accomplie. Alors, c'est vrai en partie, si on lit le rapport, hein, qui est très long, il fait 280 pages, donc je vais essayer de vous résumer ça en quelques minutes, même si c'est compliqué. C'est vrai qu'économiquement, le rattrapage est en bonne voie. Il y a un revenu par foyer, par exemple, pour donner un seul exemple de chiffre, qui atteint aujourd'hui 88% à l'est de la moyenne fédérale, donc on se rapproche de la moyenne fédérale. C'est certes pas encore 100%. En 90, il faut rappeler que la productivité de l'Est par rapport à l'Ouest était 37% et le niveau des salaires, c'était 50%. Donc, il y a une progression. On peut prendre un exemple aussi, j'ai pris une carte qui est dans le rapport, qui est celle de l'accessibilité en termes de transport. Et cette accessibilité en termes de transport, elle est intéressante parce qu'elle montre que finalement, les difficultés, elles sont presque plus ici en Bavière que dans d'autres régions de l'Est de l'Allemagne. Donc on a ici une division qui pourrait correspondre à d'autres critères que celui de la division Est-Ouest. Cette unité reste malgré tout, j'ai donné un exemple très positif, mais elle reste malgré tout inachevée. Si on regarde les cartes ici de l'Allemagne, donc du produit intérieur brut par habitant, du revenu par habitant, on voit très clairement que l'Est de l'Allemagne il y a une distinction très forte avec l'ouest de l'Allemagne, notamment et surtout avec le sud de l'Allemagne. Ce qu'il faut observer aussi, c'est à l'échelle européenne. On voit qu'à l'échelle européenne, la distinction Est-Ouest qui persiste, on a encore ce centre de l'Europe qui est très fort, et l'Est de l'Allemagne reste encore très proche de territoires comme celui de la Tchéquie ou bien de la Pologne. Si on revient à l'Allemagne, ce qui est intéressant, c'est que les enquêtes d'opinion ont montré qu'aujourd'hui, 9 Allemands sur 10 jugent que l'unification a été une réussite, qu'elle soit totale ou qu'elle soit partielle. C'est-à-dire, si on compare, enfin, si maintenant on voit les distinctions Est-Ouest, c'est 83% à l'Est, ce qui est quand même un score, un niveau historique, puisque on entend souvent parler de protestations à l'Est sur la réunification. Néanmoins, ce que le rapport montre, outre les chiffres économiques, c'est la question politique. C'est-à-dire que l'assise démocratique à l'est de l'Allemagne semble beaucoup plus fragile qu'elle ne l'est à l'ouest. Je vous donne 2 chiffres. 91% des Allemands de l'Ouest voient la démocratie, enfin, dans la démocratie, la meilleure forme de gouvernement, la meilleure forme d'État. Dans les nouveaux Länder, à l'Est, ils sont 78%. Pourquoi est-ce qu'on peut considérer ça? Parce que 57% d'entre eux ont le sentiment d'être des citoyens de seconde classe. Donc c'est difficile avec ça, avec des gens qui ont du mal à être intégrés dans un État, d'intégrer cette population au niveau européen. Et comment tout ça va se traduire dans le vote, bien sûr, vous le savez tous, on parle du vote AfD qui est très fort à l'Est. J'ai repris pour ça, puisqu'on parle de l'Europe, donc non pas des résultats des élections fédérales ou de certains Länder, mais le résultat des élections européennes de 2019 et comment a-t-on voté en Allemagne aux élections européennes. Je vous ai mis 2 cartes, vous allez me dire il n'y a qu'un seul tour. Je vous ai mis sur la première carte le parti qui arrivait en tête dans chacun des Kreise, et sur la deuxième carte, le parti qui arrivait en deuxième position. Et si on regarde
ces deux cartes. On voit que les Verts, le SPD dans une moindre mesure, et la CDU, qui sont des partis plutôt ouest-allemands, même s'ils sont pour certains d'entre eux intégrés, bien implantés à l'est, restent très forts à l'ouest de l'Allemagne, et que d'autre part, on voit que première et deuxième place confondues, l'AfD, en bleu ici, est très forte dans l'est de l'Allemagne, certes, mais aussi sur les frontières à l'est de l'Europe. On peut ici expliquer cette situation du fait de l'arrivée de migrants depuis 2015, mais qui a traumatisé certaines personnes de ces régions. Donc on a aussi ici la question de deux choses, donc l'intégration à l'Europe de ces populations, l'intégration à un sentiment européen, qui a été négatif, qui a été de plus en plus négatif. Et deuxième chose, on voit un Ouest européen très intégré, puisqu'il l'est depuis les années 50, et un Est européen qui l'est beaucoup moins, puisque les États frontaliers sont devenus membres de l'Union européenne qu'en 2004. Donc on a vraiment une importance fondamentale dans la réunification allemande qui va jouer aussi sur l'évolution de l'Union européenne. Alors, troisième temps de mon analyse de ma démonstration, je voulais montrer, outre ces constats, que l'Allemagne a un rapport très pragmatique à l'intégration européenne. Alors, je ne vais pas remonter à 1950, mais on pourrait le faire. Je vais peut-être... ne pensez pas que je suis un affreux anti-européen, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Mais je voulais, analyser les choses et rappeler très brièvement que si Adenauer a signé le traité de Paris, le traité de la CECA, après le discours de l'horloge du 9 mai 1950, c'est aussi pour des raisons nationales. Il ne faut pas oublier que le vrai projet au départ fédéraliste européen, d'une intégration politique européenne, c'était le projet du Conseil de l'Europe, et pas le projet qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne. Et le projet de 1950, c'était 6 États, c'était un domaine très très spécifique, le charbon et l'acier. Fort heureusement, il a permis, grâce aux délégations de souveraineté, d'aboutir à ce que nous connaissons aujourd'hui avec l'Union européenne. Mais au départ, si la France et l'Allemagne ont réussi à se mettre d'accord, à peine 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est que chacun y trouvait des intérêts nationaux. Pour l'Allemagne, retrouver une partie de sa souveraineté et être traité comme un égal d'un État vainqueur, comme la France, et pour la France, d'essayer d'encadrer le charbon et l'acier allemand, qui, on le sait bien, servent aussi, et servaient surtout à l'époque, à faire des canons. Donc, on a des intérêts nationaux qui permettent d'arriver à des intérêts supérieurs, des intérêts de délégation de souveraineté européens. Et c'est un peu ce qui s'est passé en 1990-92 entre l'Allemagne et la France pour donner un coup d'accélérateur à l'Union européenne. Et ici, vous comprenez bien que je vais parler de l'euro, de la question de l'euro, puisque l'Allemagne entretient des rapports très très complexes avec la zone euro et qui sont pas dénués de paradoxes. C'était finalement le pays qui avait peut-être le plus à perdre avec la disparition du Deutschmark en 2002 et l'arrivée de l'euro. Et en même temps, c'est le pays qui en a le plus profité avec les Pays-Bas, parce que l'instauration de la monnaie unique, avec des taux de change qui sont inférieurs sur les marchés financiers à celui du Deutschmark, permettent un commerce important de l'Allemagne dans la zone euro. Et cette question, elle a été très présente dès 1989-90 dans les négociations qui ont eu lieu entre François Mitterrand et Helmut Kohl. Il y a un vrai lien entre unité allemande et unification monétaire. Quelques brefs rappels que vous connaissez peut-être, mais ce qui permet de remettre tout ça dans le contexte. L'idée d'unité monétaire, elle date des années 1970, avec le plan Werner, avec le système, le SME, etc. Et c'est avec l'Acte unique européen de 87 que la convergence économique et monétaire a refait surface. Et
il y avait dès ce moment-là une opposition importante entre la France et l'Allemagne, et la France y était plutôt favorable, d'autant plus que le président de la Commission européenne depuis 1985, Jacques Delors, était assez proche de François Mitterrand. Et de son côté, la République fédérale était hostile au projet d'une monnaie européenne. Elle estimait que ce projet était prématuré. Pour les économistes allemands, c'était le processus inverse qu'il fallait mettre en œuvre, c'est-à-dire celui de la monnaie comme résultat de la convergence, et non pas l'instrument de la convergence économique et monétaire des différents États. Paradoxalement, elle a été un peu contrainte, l'Allemagne, d'accepter tout ça pour deux raisons, sur le fond et en raison du contexte. Alors sur le fond, très brièvement, parce que le comité Delors qui avait préparé les travaux de l'Union économique et monétaire s'était largement inspiré de la philosophie, de la culture de la stabilité économique allemande pour présenter le plan de l'euro. Et il prévoyait une union économique et monétaire en 3 étapes qui devait démarrer en juillet 1990 et qui devait s'étaler sur une dizaine d'années. Et ce projet devait, enfin voilà, vous voyez, hein, des transferts de souveraineté des banques centrales nationales vers ce qu'on voit ici sur l'illustration, la Banque centrale européenne, avec la mise en place d'un système européen des banques centrales progressives. Il s'est inspiré du système allemand dans le sens où la BCE, la mission principale de la BCE, on peut dire même quasiment la mission unique de la BCE, n'est pas la défense de la croissance, comme c'est le cas de la Fed aux États-Unis ou bien de la Banque d'Angleterre, mais c'est la défense de la stabilité monétaire. Et notamment la lutte contre l'inflation, c'est-à-dire un objectif qui est très inspiré de l'Allemagne. Pour rappel, le traumatisme allemand de la grande inflation de 1923 est resté très très présent dans la culture politique et économique allemande. Et donc, face à ça, le gouvernement d'Helmut Kohl en Allemagne se voyait dans une difficile position pour refuser ces éléments. Ajouté à cela, le hasard du calendrier a fait que la chute du mur de Berlin s'est produite dans la deuxième moitié de l'année 89 sous présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et donc, c'était Paris qui pouvait dicter l'ordre du jour des sommets qu'elle devait organiser. Et le sommet de Strasbourg, dont on a une caricature ici de Plantu, des 8 et 9 décembre 89, donc on est à peine un mois après la chute du mur de Berlin, a été consacré à la question qui n'avait pas pu être réglée un an avant lors du sommet de Madrid, c'est-à-dire la date d'ouverture de la première phase de l'UEM, de l'Union économique et monétaire, et de la conférence intergouvernementale qui devait suivre. Depuis un an, les bouleversements, enfin depuis un mois, pardon, les bouleversements avaient complètement changé la donne. Et finalement, du côté allemand, face à l'hostilité britannique et puis les difficultés posées par l'URSS pour un rapprochement, voire une unification avec la RDA, poussait l'Allemagne à chercher des alliés. Et l'Allemagne avait besoin du soutien de la France à ce moment-là, puisque il était difficile pour l'URSS, à la fin de l'année 89, d'admettre que l'unification allemande se ferait dans le cadre de l'OTAN, par exemple. Et d'autre part, pour la France, Mitterrand a essayé d'encadrer le plus possible l'unité allemande. Rappelez-vous son voyage à Berlin-Est à la fin de l'année 1989. Il a rencontré Gorbatchev le 6 décembre, quelques jours avant le sommet dont je parle, à Kiev. Donc il y a une vraie inquiétude de François Mitterrand sur la réunification allemande. Sans en faire un extrémiste de droite, Mitterrand était très inspiré, du fait de sa génération, par les théories bainvilliennes, celles qui ont donné ce fameux mot « j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux », hein, une Allemagne divisée et sert mieux les intérêts de la France. Il y a une peur de cette puissance allemande. Et donc, c'est pas un hasard si l'acceptation allemande du 8 décembre par Kohl
de l'UEM, d'accepter de commencer à négocier pour l'UEM, va de pair avec l'acceptation française d'une voie vers l'unification allemande qui aboutira après au traité 4+2 en septembre, fin août et septembre 1990, qui aboutit au traité d'unification de l'Allemagne. Donc finalement, on peut dire que l'Allemagne a payé un prix pour l'unité allemande, c'est-à-dire l'abandon de la monnaie à laquelle elle était attachée. Et en contrepartie, les Européens ont dû payer aussi un prix pour la future monnaie unique, c'est-à-dire l'acceptation de l'unification allemande, dont beaucoup d'entre eux n'étaient pas partisans. Je l'ai dit, la France, mais ce n'étaient pas les seuls. Et d'autre part, d'accepter une union monétaire qui reposait sur la culture de la stabilité allemande et non pas sur un compromis plus important au niveau européen. Et donc tout ceci a eu aussi des conséquences par la suite dans la gestion des crises par les différents acteurs européens, et notamment par l'Allemagne, qui reste la première puissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, économique européenne. Et je vais en venir tout de suite à la crise qui est liée au Covid-19, c'est-à-dire à la crise économique qui a suivi et aux difficultés, alors aujourd'hui on loue le plan de relance franco-allemand, mais aux difficultés immédiates qui ont été révélées entre la France et l'Allemagne. 2 mois avant le plan du 18 mai d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement du 26 mars a été catastrophique. Les divergences entre la France et l'Allemagne ont été flagrantes, notamment sur la question des coronabonds et sur la France qui avait appelé un emprunt commun avec 9 autres États et l'Allemagne qui s'y opposait fondamentalement. Pourquoi l'Allemagne s'oppose fondamentalement au coronabond, à un emprunt au niveau européen, puisque l'Allemagne s'estime vertueuse et elle considère généralement les États du sud de l'Europe comme des États qui dépensent l'argent, qui ne font pas attention, qui sont beaucoup plus laxistes en raison de leur déficit budgétaire. Je ne vais pas revenir ici sur toutes les tensions qui avaient eu lieu pendant la crise de la zone euro et la crise grecque, où des caricatures de part et d'autre avaient été formulées. Pour Angela Merkel notamment, et pas seulement, mais aussi pour l'économiste Klaus Regling, qui est directeur du mécanisme européen de stabilité, il ne fallait pas créer autre chose. Les structures économiques existaient et il ne fallait pas pousser à un emprunt commun. L'Allemagne était fermement opposée. Je rappelle qu'en 2019, donc un an avant, juste après la lettre aux Européens d'Emmanuel Macron, la présidente de la CDU à l'époque, Annegret Kramp-Karrenbauer, avait envoyé une fin de non-recevoir sur cette question, assez ferme d'ailleurs, à Emmanuel Macron. Donc on est dans des tensions qui préexistaient. Mais comme toujours, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Il faut un point de vue pragmatique et des compromis. Et dès le début du mois d'avril, finalement, ce sont les ministres des Finances, Scholz et Bruno Le Maire, qui ont renoué le dialogue et qui ont mis en place une procédure de soutien aux économies en s'appuyant sur le mécanisme européen de stabilité qui servait de filet de sécurité pour rassurer les Allemands, et en mettant en place des fonds européens de garantie de crédit pour garantir des prêts aux PME. L'initiative franco-allemande d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, que je rappelle brièvement ici, mais que vous connaissez tous, c'est-à-dire le fait de faire un emprunt commun à l'échelle de l'Union européenne qui serait ensuite réparti sous la forme, pour les 500 milliards prévus au départ, sous la forme de dons directs aux États et aux régions et aux secteurs qui en auraient besoin pour relancer leur économie, n'allait pas de soi, puisque cette mutualisation de la dette, c'est un vrai retournement à 180 degrés de l'Allemagne et d'Angela Merkel pour répondre à la crise. Le plan de financement, il est qui a finalement été adopté au forceps après 4 jours de Conseil européen à l'été, en juillet 2020, l'année dernière. Il a un peu rééquilibré la part des subventions et la part des emprunts dans ces 750 milliards. Finalement, on est à 390 milliards de dons directs.
sur les 500 milliards prévus, en raison de l'opposition de l'Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède, puis Finlande, donc ceux qui se considèrent eux-mêmes comme des frugaux. J'ai bien qu'ils se considèrent eux-mêmes, hein, la frugalité n'est pas quelque chose qu'on impose aux autres, la frugalité c'est quelque chose qu'on s'impose à soi-même, donc on est ici dans des états économes et non pas frugaux, c'est pour ça que je préfère l'utiliser entre guillemets. Finalement, tout ça dans le cadre de Next Generation EU est un vrai retournement, puisque pour la première fois, la Commission va emprunter dans son propre nom, et tout ceci est intégré dans le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, qui s'avérait, avant la présidence allemande qui a commencé au 1er juillet, comme difficile, puisque c'était à l'Allemagne de régler ça. Donc ça a été finalement, c'est un peu la réussite de la présidence allemande, 3 semaines après qu'elle a commencé, c'est-à-dire de faire accepter, bon, il y a eu après des revirements et des tensions, notamment de la Pologne, de la Hongrie sur la question de l'état de droit, mais finalement, 3 semaines après, on avait fait accepter ce plan européen avec difficulté, mais on l'avait fait accepter. Alors, maintenant, sur la question pragmatique, tout ceci a surpris de la part d'Angela Merkel, qui est plutôt prudente, et il ne faut pas voir ça comme un changement idéologique majeur pour l'Allemagne. Et ça montre aussi le caractère un peu timoré de la relation de l'Allemagne à l'Union européenne. Comme elle l'a dit très clairement, Angela Merkel, dans sa déclaration, si l'Europe va bien, l'Allemagne va bien. Donc c'est aussi pour l'Allemagne un moyen de défendre ses intérêts. Je reviens à ce que je disais sur le 9 mai 1950. Ça n'empêche pas que c'est un vrai tournant au niveau européen. Et c'est pour l'Allemagne un moyen de sortir de la crise, parce que l'Allemagne est un État exportateur, donc il lui faut relancer très rapidement son économie, et c'est un État aussi qui exporte beaucoup dans le champ de la zone euro. Je reviens à ça pour terminer, puisque c'est intéressant, puisque lorsque Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a écrit un texte pour les 30 ans de l'unité allemande, un texte du 2 octobre 2020, la première chose qui lui vient dans ce texte, c'est le plan de relance. C'est la proposition franco-allemande comme un geste d'anniversaire envers les 30 ans de l'unité allemande. Donc je reviens aussi à cette question, c'est pour ça que j'ai fait tout ce long développement sur l'euro, le fait que finalement, on a un lien très fort entre la position de l'Allemagne aujourd'hui, qui est une position au moment de l'anniversaire de présidence du Conseil de l'Union, et l'unité allemande de 1990, et notamment dans son caractère très franco-allemand, des négociations Mitterrand-Kohl jusqu'au plan de relance Macron-Merkel. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais essayer dans mon dernier point, dans mon 4e point, essayer de poser des questions de perspective. Je n'ai pas encore de réponse, puisque ici, on est dans un moment de transition, c'est-à-dire les enjeux de la politique européenne allemande à la fin de l'ère Merkel, le fait de passer d'une Europe économique à une Europe beaucoup plus politique. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est la question de cette présidence géopolitique qu'a affirmé Ursula von der Leyen, qu'elle voulait donner à sa commission. Et le paradoxe de tout ça, c'est que c'est l'Allemagne qui s'est retrouvée un peu porteuse de tous ces défis géopolitiques, alors que c'est peut-être l'État en Europe qui en est le moins, enfin pas le moins capable, mais en tout cas qui malgré son apparence puissante, n'est pas forcément l'État le plus dédié à ça. J'en viens à cette question qui revient un peu depuis 2013 sur la puissance hégémonique réticente que serait l'Allemagne, qui a des difficultés à s'imposer sur la scène internationale et qui a des difficultés à porter l'Europe comme une Europe puissance dans ce triangle actuel qu'on définit souvent entre États-Unis et Chine. Et ici, la représentation d'Angela Merkel est assez éloquente, puisque en haut sur son rocher, tel un tableau de Friedrich, elle semble un peu au-delà des conflits européens, et elle semble ne pas vouloir s'impliquer. Et pourtant, malgré tout, c'est l'Allemagne qui se retrouvait en charge de la gestion de la question des investissements avec la Chine, ou de la question du plan du Green Deal européen au moment de sa présidence.
le changement qui est quand même en cours, le changement géopolitique de l'Allemagne, il est suscité par un mouvement qu'on pourrait qualifier d'un mouvement triple. C'est-à-dire la redéfinition des relations de l'Allemagne et de l'Europe avec les États-Unis, et en tout cas le rôle que l'Allemagne joue dans la redéfinition du rôle de la relation de l'Europe avec les États-Unis, la montée en puissance de la Chine et la crise européenne, bien sûr, qui est liée à l'épidémie. Donc, sur la question des relations avec les États-Unis, c'est assez complexe, puisque les Allemands sont peut-être les plus atlantistes de tous les Européens, et ils sont pourtant, depuis Trump, mais aussi depuis Obama, dans une relation très difficile avec les États-Unis. Je citerai l'exemple de la volonté de Donald Trump à l'été 2020 de retirer près du tiers des soldats américains stationnés en Allemagne, donc 11 900 sur les près de 36 000, qui a été vécu comme un signe de grande brutalité en Allemagne, puisque l'Allemagne est très attachée à l'OTAN et à la défense atlantique. C'est aussi un moyen pour elle de ne pas assumer le fait qu'elle pourrait être une puissance militaire, pour les raisons historiques que l'on connaît, bien sûr, mais aussi pour des raisons économiques et financières, surtout budgétaires. Donc cette confiance rompue avec les États-Unis fait aussi que l'Allemagne essaie d'être le bon élève de l'Europe sur cette question, et c'est ce qui a abouti au malentendu de l'automne 2020 entre Annegret Kramp-Karrenbauer et Emmanuel Macron sur la question de l'autonomie stratégique européenne. Alors, de mon point de vue, il ne parlait pas de la même chose, et surtout, il ne parlait pas aux mêmes personnes. Quand Annegret Kramp-Karrenbauer a dit que peu importe qui sera à la Maison-Blanche, l'Europe a encore besoin des États-Unis dans le politico, elle s'adressait aux Américains et non pas aux Européens. C'était aussi pour montrer que l'Allemagne restait un allié indéfectible des États-Unis, quelles que soient les relations et quel que soit le président à ce moment-là. Et donc, en qualifiant l'illusion de l'autonomie stratégique européenne, elle a provoqué l'ire un peu du président français qui a qualifié ça d'erreur historique et qu'elle ne voyait pas les perspectives. Finalement, la question qui se pose, c'est surtout une question de vocabulaire, puisque dans les deux cas, alors la visite de la ministre de la Défense à Paris là, en avril dernier montre aussi qu'elle souhaitait un peu arrondir les angles, mais dans les deux cas, on veut une autonomie européenne, mais on ne la veut pas de la même manière. C'est-à-dire que pour les Allemands, elle se passe dans le cadre de l'OTAN, alors que pour les Français, elle est plutôt en marge de l'OTAN, même si elle a lieu dans le cadre de l'OTAN, puisque je rappelle que la France a réintégré le commandement intégré de l'OTAN qu'elle avait quitté à l'époque du général de Gaulle. Deuxième axe, la position de l'Allemagne vis-à-vis de la Chine est là beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliquée, puisque Berlin suit face à Pékin deux priorités. La question de l'accès au marché, c'est-à-dire que les Européens devraient définir leurs intérêts et se battre pour une réciprocité dans l'accès au marché. Et en même temps, l'Allemagne veut approfondir les discussions sur les grands dossiers multilatéraux, par exemple la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurité internationale et le commerce international. C'est-à-dire que l'Allemagne se retrouve un peu coincée entre les deux, et parfois elle est accusée par ses partenaires de faire cavalier seul face à la Chine. Pendant la présidence allemande, il devait avoir lieu à Leipzig au mois de septembre un sommet Union européenne-Chine dirigé par l'Allemagne qui n'a finalement pas eu lieu, et ce sommet sur les investissements, il s'est résumé à ça. C'est-à-dire à la présence par visioconférence, et là on est le 31 décembre 2020, c'est-à-dire la veille de la fin de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne, où Angela Merkel est présente comme chancelière de l'État qui préside le Conseil, le président chinois bien sûr, le président du Conseil et la présidente de la Commission, et Emmanuel Macron. Alors tout le monde a commenté sa présence en se disant mais que fait-il là? Quelle est sa légitimité? Pourquoi pas le Premier ministre belge ou le président du gouvernement espagnol? On voit ici la volonté franco-allemande et surtout à
la veille de la fin de la présidence allemande, la volonté aussi de faire un lien entre les deux présidences, la présidence française et la présidence allemande, pardon, et la présidence française qui commencera au 1er janvier 2022. Donc il y a une vraie volonté de créer, enfin de s'intégrer en Europe dans un cadre franco-allemand. Et je prendrai pour cela un seul exemple qui est celui, parce que j'ai beaucoup parlé, qui est celui de la boussole stratégique. Donc le Strategic Compass, qui est, face à toutes ces difficultés, le fait que les Allemands prennent conscience de l'incertitude américaine à leur égard, l'idée qu'il faut définir les défis, qu'il faut créer une sorte de boîte à outils pour éviter d'être pris au dépourvu en renforçant, pour les Allemands, c'est de renforcer le pôle européen au sein de l'OTAN. On reste dans le cadre de l'OTAN, mais d'avoir un début d'autonomie stratégique européenne. Et comme vous le voyez, c'est quelque chose qui a été lancé sous présidence allemande, dans la petite chronologie qui est ici, et qui doit s'achever sous présidence française. Donc on a une vraie volonté de la part de l'Allemagne de faire un lien entre ces deux présidences, et donc d'avoir une politique européenne qui est beaucoup plus franco-allemande qu'elle ne pouvait l'être jusque-là. Alors pourquoi ça? Parce que tout simplement, on est à la fin de l'ère Merkel, qui va quitter définitivement, comme elle l'a répété, le pouvoir dans quelques mois, et on est aussi dans une redéfinition géopolitique du monde. La puissance chinoise va s'affirmer de plus en plus, et cet équilibre allemand entre business d'une part et problèmes politiques d'autre part, en voulant distinguer les deux, ne pourra plus tenir. De même que vis-à-vis de la Russie, elle va avoir de plus en plus de mal, sur le dossier Nord Stream 2 par exemple, à dire qu'il s'agit seulement d'économie et que ça n'a rien à voir avec le dossier politique, et de distinguer les deux choses. Donc, pour conclure sur les défis, je voulais vous montrer ce sondage qui a été fait par le magazine international politique de la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik à Berlin sur les attentes de la population allemande sur les priorités de la politique étrangère. Et on voit que la première priorité, presque à 50%, devrait être la protection du climat. Et c'est intéressant. Alors, le deuxième, sur la question de la lutte contre la pandémie, elle est très circonstancielle. Et l'Europe arrive dans un troisième temps. Donc, on a ici, finalement, deux pôles importants qui vont être sûrement les orientations de la politique étrangère allemande dans les mois et les années à venir. La question du climat, de plus en plus importante, et la question européenne. Et c'est un peu, finalement, le programme des Verts qui aspire aujourd'hui à la chancellerie en Allemagne, et qui se définissent eux-mêmes, et ils ont en partie raison, qui se définissent comme le parti le plus européen de tous les partis allemands. Et finalement, leur européanisme, leur engagement fédéraliste européen, fait qu'ils sont aussi peut-être les plus atlantistes au sein de la classe politique allemande, même si la CDU se revendique comme très atlantiste. Ils se retrouvent sur de nombreux dossiers avec les États-Unis. On peut reprendre l'exemple de Nord Stream 2, sur lequel ils sont opposés, tout comme les États-Unis le sont. Et donc, on a ici des perspectives très intéressantes, en tout cas pour l'analyste que je suis, sur l'avenir de la position de l'Allemagne en Europe, sur toutes les questions de sécurité et de défense. Je vous ai remontré ici la question des interventions de la Bundeswehr, je voulais en parler un peu plus longuement, mais je vais passer ça, qui sont très minimes. On voit la plus importante, c'est l'Afghanistan qui est en train de prendre fin. Et l'autre mission importante, c'est la MINUSMA, c'est-à-dire la mission au Mali qui est en lien avec la mission française. Si on regarde, là c'est un extrait, je fais un peu d'autopromotion, mais c'est juste parce que j'ai fait ce travail que je voulais vous en montrer les résultats. C'est un extrait de la note que j'ai publiée au mois d'avril sur la manière dont les partis politiques ont voté sur le renouvellement des mandats de la Bundeswehr sur la dernière année. Et on voit que pour la plupart des partis, c'est très clair, qu'on soit pour le SPD, la CDU ou le FDP, qu'on soit contre pour l'AfD ou Die Linke, mais les Verts sont complètement partagés. Entre abstention, vote contre et validation des politiques d'intervention. Et donc, ça laisse prévoir de nombreux débats sur cette position. Donc, que peut-on dire 30 ans après la réunification allemande? Où se situe l'Allemagne? Où en est l'Allemagne vis-à-vis de l'Europe?
Finalement, pour reprendre une expression qui n'est pas de moi, Angela Merkel était peut-être la dernière chancelière du XXe siècle. Et c'est peut-être la chancelière qui était la plus désignée pour aboutir, pour terminer la réunification allemande, puisque, vous le savez tous, elle a grandi à l'Est et elle a aussi redonné une forme d'acceptation que l'Est a existé au sein de la classe politique allemande. Elle est restée très longtemps. Elle a permis aussi une transition de l'Allemagne elle-même sur la scène internationale, en faisant une puissance exportatrice importante notamment. Mais il y a un moment où peut-être le fait de l'usure du pouvoir, où ça a bloqué sur un vrai engagement européen de l'Allemagne, et les engagements qui ont été faits par Merkel, qui sont des vrais engagements, j'ai cité par exemple le plan de relance européen, ont été faits qu'après de longs compromis, après de longues tergiversations et de longues hésitations qui resteront, comme celle de la politique européenne d'Angela Merkel. Peut-être que le changement de gouvernement, puisque on ne sera plus dans une grande coalition à partir de septembre prochain, enfin en tout cas mathématiquement aujourd'hui elle n'est pas possible, peut-être que l'arrivée des Verts au pouvoir, puisqu'il semblerait difficile, quelle que soit leur position au gouvernement, qu'ils n'y soient pas vu leur bonne forme dans les sondages, peut-être que cela apportera quelque chose de beaucoup plus peut-être idéologique, mais en même temps de beaucoup plus européen pour la politique allemande. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous auriez à me poser. Ulrike, est-ce que tu es en train de parler? Ton micro est arrêté. Merci. Donc, je répète ce que j'ai dit. Je voulais remercier Monsieur Maurice de nous avoir fait ce brillant exposé sur l'Allemagne et l'Europe, l'évolution des positions allemandes depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, et avec des changements quand même considérables, je pense, dans ce dernier quart du gouvernement Merkel. Hein, voilà. Et donc, en posant ces questions sur l'avenir, quel va être l'engagement de l'Allemagne après les prochaines élections qui sont à l'automne, effectivement avec une participation des Verts. Donc je pense que ça pose plein de questions et donc je vous invite à poser les vôtres à Monsieur Maurice. Vous pouvez lever la main, soit sur l'écran, soit en utilisant la petite pastille réaction en bas. Bon, tout le monde est un peu écrasé par. Mais vous avez parlé à la fin de en reprenant d'ailleurs sans doute vos recherches que vous avez faites pour votre dernière étude sur les partis allemands et la Bundeswehr. Je pense dans la politique également européenne, cette question, la France est très présente à l'extérieur et une force motrice dans la défense, comme elle dit, des intérêts aussi européens. Et alors que l'Allemagne, première puissance économique, est très frileuse. Vous avez expliqué historiquement pourquoi ça. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une évolution sur ce chapitre, hein? Alors, une évolution, tout dépendra bien sûr du gouvernement. La première remarque sur tout ça, c'est que la ministre de la Défense actuelle s'est passée un peu discrètement, mais a peut-être été l'une des plus aventureuses sur la question, et avec des vrais projets concrets de modernisation de la Bundeswehr, et avec une vraie volonté de normaliser l'action de la Bundeswehr. Elle l'a fait certes à l'intérieur, voilà, on connaît le rôle de la Bundeswehr pour les vaccins, mais aussi en valorisant cette normalité, pour revenir finalement à ce que voulaient les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates dans les années 60 et 70, c'est-à-dire une armée de citoyens. C'est un peu dans la continuité de certains ministres de la Défense, comme l'a été Helmut Schmidt. Il a été le premier ministre social-démocrate de la Défense. Et beaucoup de sociaux-démocrates ont été soldats. Donc on ne peut pas dire que l'armée allemande,
dans sa constitution telle qu'elle a été constituée dans les années 70, c'était une armée d'extrême droite. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue, je divague un peu, enfin je diverge un peu, mais je vais y revenir à votre question. La fin de la conscription a été très dure, je pense. Enfin, pas la fin de la conscription, puisque la conscription est juste suspendue. Elle n'est pas, elle existe toujours officiellement en Allemagne, parce qu'elle elle empêche certains, après leur service militaire, de s'engager dans une vraie carrière militaire et donc d'avoir des forces vives au sein de l'armée. On a un problème de recrutement dans l'armée allemande qui a fait que des groupuscules d'extrême droite s'y sont aussi infiltrés. Il y a eu des questions d'armes qui avaient disparu. Il y a aussi la question dans les forces spéciales de présence de soldats d'extrême droite très forte. Et donc, on voit revenir dans la presse l'idée que l'armée allemande serait finalement la même chose que la Wehrmacht, la Bundeswehr serait l'héritière de la Wehrmacht, etc. Certains l'utilisent. L'AfD, dans son programme, dit qu'il faut honorer la tradition militaire allemande, etc. Donc voilà, on joue des deux côtés sur cela. On est un peu dans une phase de transition de cette armée qui a vocation, à l'échelle européenne, probablement, de devenir une armée normale. Mais elle n'en a pas forcément la culture, c'est-à-dire que l'armée allemande a du mal à accepter le fait qu'elle va faire la guerre. Et c'est un peu le traumatisme allemand en Afghanistan, c'est que, il y a eu les caveats sur le fait que l'armée ne pouvait pas intervenir au sol dans des missions de combat, mais il y a eu des soldats allemands qui sont morts. Et peut-être qu'en France, malheureusement, on y est plus habitué, vous l'avez rappelé, l'armée française est une armée d'OPEX, l'armée allemande ne l'est pas, c'était une armée de protection du territoire jusqu'en 1990, et donc on a du mal à faire cette transition. Et on le voit dans les missions là, que je vous ai présentées de la Bundeswehr, il y a la plupart des missions sont des missions aussi dans le cadre de l'ONU, mais aussi dans le cadre de l'Union européenne. Par exemple, le UTM Mali. Donc il y a la MINUSMA pour le Mali, mais il y a aussi une mission européenne dans le cadre de laquelle la Bundeswehr est intégrée. Et pour en revenir aux Verts, parce que j'ai aussi travaillé sur les Verts récemment, alors je ne vais pas en faire une obsession, mais c'est aussi une vraie question qui se pose sur l'avenir de l'Allemagne. Ils souhaitent la création d'une armée à l'échelle européenne sur des arguments qui peuvent être recevables, qui sont les suivants. Si on accumulait les budgets des armées des différents États européens et qu'on en faisait une armée européenne, ça dépasserait le budget de l'armée russe. Donc on aurait un vrai souci d'efficacité. Là où ça poserait problème, c'est que l'Allemagne, bien sûr, souhaiterait imposer un modèle allemand, comme elle l'a fait peut-être avec ce que je vous ai présenté avec l'euro, de gouvernance de l'armée, c'est-à-dire une armée parlementaire européenne, et non plus une armée du Bundestag, ce qui ne correspond pas du tout à la culture d'intervention française. Donc ce serait un problème. La question qui se pose aussi, c'est la question de l'évolution des conflits, c'est-à-dire dans quelle mesure les différentes armées ont encore vocation à intervenir dans des conflits interétatiques ou intra-étatiques, dans une ère où les conflits sont principalement des conflits terroristes ou des conflits qui sont dans des conflits gelés, par exemple, entre l'Ukraine et la Russie actuellement. Quel pourrait être le rôle d'une armée étrangère ou d'une armée européenne dans ce conflit, pour résoudre ce conflit? La question se pose. Voilà, donc c'est aussi toutes ces questions qui se posent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la plupart des partis qui s'apprêtent à gouverner montrent qu'ils souhaitent que l'armée allemande soit très efficiente. Je prends pour exemple l'interview que Annalena Baerbock a donnée à la Süddeutsche Zeitung en novembre dernier, dans laquelle elle dit que l'armée allemande doit être mieux équipée, elle doit avoir des lunettes de vision nocturne, elle doit avoir des fusils qui fonctionnent, des hélicoptères qui décollent, ce qui est un problème actuellement, pour gérer de manière très efficace ces interventions. C'est-à-dire peut-être qu'il y en ait moins, mais que que l'Allemagne soit un vrai partenaire auprès de ses partenaires de coalition, notamment au sein de l'OTAN. Donc c'est-à-dire de donner une vraie crédibilité à l'Allemagne qu'elle n'a pas actuellement dans le domaine des interventions extérieures. Si je peux me permettre de rajouter un petit complément de question, parce que vous avez rappelé effectivement que depuis Obama, en fait, il y a un retrait des Américains par rapport à la protection des pays autres dans le monde. Cette situation ne va-t-elle pas, ne risque-t-elle pas de pousser les Européens à aller plus vers cette armée européenne, même s'il y a des réticences? C'est-à-dire simplement par pragmatisme, il va bien falloir combler un vide. C'était, je pense, c'est d'ailleurs ce qu'avait dit clairement Obama quand il a redéfini sa stratégie vers l'Indo-Pacifique, quand il a redéfini la centralité et l'intérêt des Américains vers le Pacifique et non plus vers le vieux continent et vers le monde atlantique, ce qui était le cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
L'idée, c'était que les États membres de l'OTAN augmentent leur contribution, ce qui est un sujet un peu qui pose problème en Allemagne, c'est les fameux 2% du produit intérieur brut qui doivent être consacrés au budget de la défense. C'est aussi peut-être pour ça, donc je parlais de ces problèmes qui avaient commencé sous Obama, mais Obama avait un soft power très important. Il était, bon, il y a eu la question de la NSA, de l'espionnage de Merkel, etc., mais on lui passait plus de choses. Trump était beaucoup plus violent dans les termes, mais finalement, d'une certaine manière, il était dans la continuité de cette politique étrangère, et le retrait des soldats américains d'Allemagne, c'est aussi une manière de dire c'est à vous de prendre en charge votre sécurité. Le parapluie nucléaire américain, c'est très sympathique, mais vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord sur l'avion de combat que vous voulez choisir qui doit porter ces bombes, en l'occurrence le F-18 américain, c'est aussi une manière de les vendre. Essayez de vous débrouiller par vous-même. Et la réponse des Allemands, et c'est là où ça pose problème face aux Français, c'est que la réponse des Allemands, c'est dans le cadre de l'OTAN. C'est toujours dans le cadre de l'OTAN. Les Français aussi, bien sûr, je ne pense pas que, même quand Emmanuel Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale, il ne souhaitait à aucun moment que l'OTAN disparaisse, et il ne souhaitait pas que la France sorte de l'OTAN, mais il souhaitait le redéfinir. Et c'est un peu l'idée de la boussole stratégique, c'est-à-dire dans le cadre de l'OTAN, d'essayer de prévoir les conflits, les risques, et d'avoir des solutions plus efficaces à cela. Je reviens sur les 2% très rapidement. Les Allemands s'y opposent. La ministre de la Défense actuelle y est opposée. Annalena Baerbock a dit aussi qu'elle y était opposée, parce que finalement, 2% d'un PIB comme celui de l'Allemagne, est-ce que c'est la même chose que 2% d'un PIB comme celui de l'Espagne ou de la Grèce, qui d'ailleurs arrive à 2% de son PIB. C'est un paradoxe, c'est que la crise de Covid-19 a permis à certains États d'atteindre ces 2% du PIB, puisque leur PIB a été réduit. Donc cette question de l'autonomie stratégique ou de l'indépendance européenne, elle trouvera une solution quand les États auront trouvé des compromis. Parce que d'un côté, on a des États aux intérêts divergents. Les Polonais sont par exemple opposés à une sortie de l'OTAN pour des raisons historiques. Ils ont un peu peur de la Russie pour toutes les raisons que l'on connaît. Voilà, et du coup, en Europe de l'Ouest, les intérêts de la France ne sont pas les mêmes, puisque ça reste aujourd'hui, avec le départ des Britanniques, la seule puissance nucléaire en Europe. Donc, on a des intérêts extrêmement divergents, et il va être difficile d'arriver, en tout cas à court terme, à une armée européenne, en tout cas une stratégie européenne globale. Mais on a des initiatives qui sont sur la bonne voie, à mon avis. Merci. Je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a Dimitri qui aimerait prendre la parole. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre exposé. Alors déjà, je suis très heureux de ce que vous avez dit sur la notion de réunification, parce que souvent, quand j'aborde ce sujet avec mes élèves, je leur dis justement que ce n'est pas une réunification, mais une unification, et ça les étonne toujours, parce que c'est un terme qui est très démocratisé et qui n'est pas tout à fait exact au regard de l'histoire. Donc, je vous remercie. Ça conforte aussi ce que mes enseignants m'ont dit tout au long de mes études germaniques. J'avais peut-être aussi un petit paradoxe à relever, mais peut-être vous pourrez le confirmer par rapport à vos recherches. Vous parliez finalement du vote pour le parti AfD à l'Est et aux frontières. Et alors, ce que je constate, parce que pareil, je traite ce sujet avec les élèves sur des sujets au programme, c'est que finalement, on va dire, si on étudie une carte de l'Allemagne, l'endroit où les étrangers se trouvent le plus, c'est plutôt à l'ouest. Et paradoxalement, on vote davantage pour AfD à l'est. Il y a une sorte un petit peu de dichotomie entre ces deux éléments-là. Donc, j'ai quelques cartes qui souvent sont assez paradoxal. Notre remarque aussi, puis après j'aurai une question à vous poser, sur le lien entre finalement l'Europe et puis l'Allemagne par rapport au droit européen. Alors récemment, j'ai écouté une conférence qui expliquait que le droit européen était né à Auschwitz. Alors c'est un peu provocateur en soi, c'est-à-dire c'est né finalement en réaction à ce qui s'est passé dans les camps.
et que finalement, le droit européen, ce qui était dans le droit européen, c'était la notion de dignité qu'on retrouve dans la Grundgesetz et dans la Constitution allemande. Et donc, je trouvais que voilà, quand vous commenciez par parler des liens entre l'Europe et l'Allemagne, je trouve que cette notion de dignité, je prends l'exemple de la conférence, parlait notamment des portiques aux aéroports. Voilà, c'est une question qui a été portée au niveau européen, c'est-à-dire quand on passe dans un portique européen, enfin un portique à l'aéroport, est-ce qu'on peut, voilà, quels sont les droits finalement dans ces moments-là. Donc, voilà une remarque. Et puis, une question. Le 3 octobre 2017, Frank-Walter Steinmeier, qui est un peu une forme de puits de citation pour des enseignants dans ses formules, parle de mur invisible. Donc, après, finalement, 30 ans après, enfin, en 2017, ce n'est pas 30 ans après, mais il parle de cette notion de mur invisible. Quels sont pour vous les murs invisibles qui, aujourd'hui, persistent en Allemagne? Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention et puis pour votre réponse future. Merci pour vos questions et puis pour la réflexion sur l'idée de réunification. Pour ça que je vous montrais ces cartes un peu choc. Alors, sur la question de l'AfD, bon, on le sait très bien, ce n'est pas forcément l'endroit où se trouvent les populations d'origine immigrée ou avec un arrière-plan immigré, comme on dit en allemand. Ce n'est pas forcément dans ces régions où on vote le plus pour les partis d'extrême droite. On peut l'observer aussi en France de la même manière. L'AfD a une stratégie depuis 2015 qui est de faire de l'Allemagne, enfin, du territoire de l'Allemagne de l'Est un territoire de conquête. Notamment par l'ancienne aile der Flügel de l'AfD, qui était dirigée par des néo-nazis, on peut les qualifier comme ça, parce qu'ils ont appartenu à des groupuscules néo-nazis, Björn Höcke pour la Thuringe ou Andreas Kalbitz pour le Brandebourg. Et leur idée, c'est que le territoire de l'Allemagne de l'Est, justement du fait qu'il n'y ait pas d'immigrés, ce sont les vrais territoires allemands. Ils sont purs, si j'ose dire. Donc là, on est dans une idéologie un peu nazie. Donc il y a cette idée de l'Allemagne plus allemande, celle où il n'y a pas encore eu cette invasion d'immigrés. Voilà, il y a encore les villages traditionnels, il y a encore cette mentalité traditionnelle. Donc ça fonctionne aussi dans un électorat qui est très masculin, puisqu'on voit qu'il y a un déséquilibre des sexes dans ces régions, avec une certaine frustration. Je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir et du freudisme de comptoir, mais ça joue aussi. Et il y a aussi l'héritage de la RDA qu'il faut prendre en compte, c'est le deuxième argument. La RDA prônait l'amitié entre les peuples, etc. Il y avait des immigrés en RDA, il y avait l'équivalent des travailleurs, des Gastarbeiter en RDA, mais qui venaient du Mozambique, qui venaient d'Angola, qui venaient du Vietnam, etc. Et ils étaient considérés, ou de Cuba par exemple, ils étaient considérés comme des enfants. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu considérés comme des sous-socialistes, parce qu'il fallait les éduquer. Ils étaient dans des sortes de casernes, dans des immeubles à l'écart. Dès qu'ils allaient dans les cafés ou qu'ils allaient dans les dancing, ils étaient un peu molestés parfois. Enfin, tout ça était un peu tu, mais ils étaient molestés par des jeunes hommes parce qu'ils allaient séduire les femmes en dansant, etc. Donc, il y a aussi cette idée que l'étranger n'est pas un égal, qui est resté dans les mentalités. Et le régime a joué sur tout ça. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais ça a joué. Et ça joue aussi dans la perception aussi de l'arrivée des migrants par les routes migratoires, par la République tchèque en 2015. Voilà. Bon, il y aura plein d'autres choses à dire, mais voilà quelques éléments de réponse sur l'AfD. Sur la question du droit européen qui est né à Auschwitz, sur la question de dignité, oui, c'est ce que change la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le mouvement européen, la vraie idée européenne, elle peut apparaître en 1919, 1918, 1919. Fameuse citation, nous autres Européens, nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels après la Première Guerre mondiale. Mais les mouvements européens qui existaient, qui étaient très forts dans les années 20, on les a oubliés. Je ne reviens pas sur Briand-Stresemann, qui pourrait être aussi fort finalement si ça avait abouti, enfin, le discours à la SDN, qui pourrait être aussi fort que Adenauer, Schuman. La seule différence, c'est qu'à l'époque, on envisageait de faire la construction de l'Europe avec l'Italie fasciste. L'Italie pouvait être un allié face à l'Allemagne, face à tel pays, etc. Ce que change la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on ne fera pas l'Europe avec d'autres États que des États démocratiques. Et donc, il faut s'appuyer sur le droit, parce que Auschwitz, parce que l'Allemagne a aussi payé tout ça.
Donc voilà, c'est ça aussi que change la Seconde Guerre mondiale dans la construction européenne. C'est aussi pour ça que le projet, je l'évoquais, le 48, La Haye, qui aboutit au Conseil de l'Europe, ne fonctionne pas parce que c'est un projet qui est finalement trop dans la continuité de ce qui se faisait dans les années 20. On n'a pas pris en compte les spécificités de la Seconde Guerre mondiale. Alors, la citation de Steinmeier, c'est vrai, les murs invisibles, les murs invisibles, ce sont ceux un peu que j'ai évoqués, c'est-à-dire la question du mode de vie qui reste assez différent entre l'Est et l'Ouest, et puis l'idée que certains OCIS, comme on les appelle encore, se considèrent comme des citoyens de seconde zone. On le voit dans les salaires, par exemple, pour les fonctionnaires, où il y a un différentiel encore important selon les lenders, et le plus paradoxal, c'est à Berlin, c'est-à-dire que vous êtes enseignant, si j'ai bien compris, un professeur qui serait Verbeamtet, donc qui serait fonctionnalisé à Berlin, s'il était dans par exemple, j'en sais rien, à Charlottenburg, il gagnerait 20% de plus que s'il était à Lichtenberg. On est dans le même land actuellement, mais on n'était pas dans le même état. Donc on a ça qui reste. C'est un mur invisible. Vous imaginez, vous êtes muté d'un côté de l'autre, vous n'avez pas le même salaire. Donc comment être considéré comme un égal, un citoyen à part égale. Mur invisible également, que peut-être, c'est pour ça que j'évoquais ça à la fin quand Angela Merkel a un peu brisé sur l'idée que et que, bon, au sein de la CDU, ça pose problème, que les instances de pouvoir sont toujours dirigées par l'Ouest. Je vais prendre l'exemple de la CDU, parce que c'est le parti qui est actuellement au pouvoir. On voit que l'héritage d'Angela Merkel, les 3 candidats à la présidence de la CDU en janvier dernier, étaient 3 hommes, catholiques, rhénans, pères de famille, et là je reprends les propos de Thomas Wider, qui est le correspondant du Monde en Allemagne, il dit « pour succéder à une protestante issue de l'Est, divorcée et sans enfants ». Donc on a aussi ça qui est très fort. Pourquoi Armin Laschet a gagné au sein de la CDU alors qu'il n'avait pas le vote des adhérents pour lui? Parce qu'il y a des structures au sein de la CDU qui sont encore très ouest-allemandes. Parce que la fédération de Rhénanie du Nord-Westphalie est la plus importante. Parce que l'Allemagne de l'Ouest reste dans les structures de pouvoir. Là, je prends l'exemple d'un parti, mais c'est vrai aussi dans les structures économiques, elle reste importante. Et quelque chose que je n'ai pas dit dans le rapport, le fameux rapport là, de septembre 2020, c'est que l'un des principaux freins à l'intégration de l'Est, c'est l'absence de firmes transnationales ou de sièges de sociétés multinationales à l'Est. Les sociétés allemandes qui réussissent, si j'ose dire, dans la mondialisation ou en Europe, elles sont à l'Ouest. Donc il y a ça aussi dans les murs invisibles. C'est-à-dire qu'on reste, on fournit de la main-d'œuvre, il y a aussi des choses économiquement où il y a du travail, mais ce n'est pas un lieu où on va pouvoir entreprendre. Ou en tout cas, quand on a entrepris, c'était des Allemands de l'Ouest qui venaient racheter les entreprises et qui ont parfois abandonné au bout de quelques semaines, voire quelques années. Donc il y a tout ça qui reste dans les murs invisibles, il y en a d'autres, il y a bien sûr la perception de soi, etc., mais ça reste important. On ne peut pas dire que ce soit les infrastructures, puisque quand on est aujourd'hui dans le centre de Weimar, c'est extrêmement joli. Vous avez les mêmes trains qui circulent à Weimar que ceux qui circulent à Bonn. Ils sont peut-être même plus modernes à Weimar, mais on a cette idée qu'on est tief im Osten. Voilà. Et puis, voilà, l'idée que l'Est reste politiquement quelque chose d'antidémocratique, avec la AfD, que voilà, c'est pas exactement la même chose. C'était Die Linke avant, maintenant c'est la AfD. Voilà, il y a un vote protestataire fort, et donc est-ce que l'arrogance de certains ne peut pas aussi la renforcer? Et alors, désolé, est-ce qu'à l'inverse, on pourrait voir des exemples positifs à l'Est? Bien sûr, il y en a plein. Souvent on voit le mur comme étant finalement à l'avantage, enfin, l'Ouest qui a une supériorité sur un tas de critères par rapport à l'Est, mais est-ce que l'Est a sur certains aspects des éléments qu'il peut mettre en avant? C'est toujours compliqué, mais il y a toujours la question on a des gens qui ont des compétences, par exemple, dans le travail, qui sont, parce qu'on a une formation professionnelle qui est très importante, qui est très importante d'une manière générale en Allemagne, mais peut-être un peu plus à l'Est parce qu'il y a une tradition, parce qu'il y a une proximité de marché du travail et puis de débouchés avec la
République tchèque, la Pologne, etc. On a des travailleurs transfrontaliers qui traversent cette frontière très fréquemment. On a des échanges européens qui ont lieu. Je prends par exemple l'université Viadrina à Francfort-sur-l'Oder, qui n'est pas une ville qu'on mettrait en avant a priori, mais qui est une vraie ville étudiante, avec une formation germano-polonaise très forte, avec des partenariats avec Sciences Po Rennes, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Donc, il y a aussi cette volonté, il y a des universités très, très importantes. Regardez, je vais prendre l'exemple de la Thuringe. Vous avez si on les prend d'ouest en est, Jena, Weimar et Erfurt, vous avez 3 universités qui sont parfaitement complémentaires et qui peuvent attirer des étudiants. Donc, et puis, une est plus professionnelle, une est plus dans le domaine des sciences sociales. Donc, on a un vrai dynamisme qui a lieu à l'Est et qui peut inspirer l'Ouest, bien entendu. On a aussi de nombreux des terres agricoles aussi, avec des agriculteurs qui s'installent dans des choses un peu alternatives ou pas d'ailleurs. Et donc, on a des exemples tout à fait positifs, des startups qui se montent, etc. Enfin, je prends plein d'exemples, il y en aurait d'autres. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Il y a Lara qui nous a posé une question dans le chat. Lara, vous voulez la poser vous-même? Branchez votre micro. Oui, j'ai peur que ma connexion n'est pas très bien. Mais j'ai demandé, vous avez parlé des relations franco-allemandes avec les Américains, et je me demande si dans l'avenir, qu'est-ce que les Français et les Allemands les relations bilatérales, est-ce que ce sont les mêmes projets ou est-ce qu'il y a des grandes différences entre les relations bilatérales entre l'Allemagne et les Américains et la France et les Américains? Oui. Alors, il y a toujours eu des différences importantes pour des raisons historiques, comme je l'ai rappelé. Oui. L'Allemagne considère les États-Unis comme un allié naturel du fait de la protection, de la présence de l'OTAN, etc. Et puis, il y a une relation plus « je t'aime, moi non plus » entre les Français et les Américains, qu'on connaît bien. Je vais pas revenir sur toute cette histoire. Si là, on se projette un peu, la question, j'ai évoqué les Verts. Les Verts ont des points de convergence très forts avec les États-Unis de Biden. On peut prendre plusieurs exemples. J'ai cité Nord Stream, il s'oppose à l'achèvement du gazoduc et du moins à sa mise en fonctionnement du gazoduc Nord Stream 2. Comme les Américains le font, ils ont voté un certain nombre de sanctions contre les entreprises qui y participaient. Les Verts s'opposent à l'ingérence de la 5G chinoise de Huawei sur le territoire européen, comme les Américains. Et finalement, on a, du point de vue des Verts, on aurait un rapprochement possible avec les États-Unis sur la question de l'opposition au régime antidémocratique. Là-dessus, ils sont assez d'accord. Peut-être plus qu'avec le gouvernement actuel, qui est prêt à plus de compromis avec la Chine, etc. Du point de vue français, et dernière chose, le fait que si je reprends brièvement une diapositive que je ne vous ai pas montrée tout à l'heure, que je vais partager immédiatement qui va répondre à la question, je pense, c'est celle-ci, c'est-à-dire que les États-Unis sont le premier pays vers lequel l'Allemagne exporte. Donc ça modifie nécessairement les rapports qu'on a avec un État. Les Français ont des relations économiques beaucoup plus soft power avec les États-Unis. On va être une destination touristique pour les Américains, une exportation de produits agricoles, de produits de luxe, etc. Donc, on n'a pas la même dépendance économique envers les États-Unis. Néanmoins, et puis on l'a vu aussi sur la question stratégique, néanmoins, il est possible tout dépend, bien sûr, là, je parle des Verts parce que tout le monde en parle et que c'est une vraie hypothèse qu'il faut prendre en compte et qu'il faut essayer d'envisager pour la comprendre. Si les Verts accèdent au gouvernement, qu'ils soient à la chancellerie ou aux affaires étrangères, c'est-à-dire partenaire majoritaire, minoritaire d'un gouvernement, ils vont orienter la politique étrangère de l'Allemagne. Et les Verts au gouvernement pourraient être beaucoup plus pro-américains que ne l'est la CDU et que ne sont la CDU et le SPD actuellement.
Du point de vue français, les États-Unis de Biden sont certes une bonne nouvelle par rapport à Trump, mais c'est beaucoup plus intéressant sur la question de la préservation de l'environnement, etc. Mais on n'a pas les mêmes attentes. Forcément, donc, alors soit quand on n'a pas les mêmes attentes, on est peut-être un peu moins déçu, ou on l'est a priori. Donc on a des perspectives un peu différentes, et qui ont toujours été le cas d'ailleurs entre la France et l'Allemagne. Je ne sais pas si ça répond à votre interrogation. Oui, oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a rien dans le chat pour le moment. Il n'y a rien dans le chat. Alors, bon, je pense que on a encore quelques minutes, mais pas plus. Donc, une dernière question. Profitez-en, tant qu'on a quelqu'un d'aussi expert devant nous, là. Ouais, pardon. J'aurais peut-être une question. Je ne sais pas si ma connexion est très bonne. Alors, je suis désolée parce que ça a coupé pendant la conférence. Alors, je m'excuse si vous en avez parlé. On vous entend bien, Valérie. Ah bon. C'était, on se rappelle quand il y a eu la crise avec la Grèce, comment on pourrait dire, de la fermeté de l'Allemagne et de Madame Merkel. Et quand on voit dernièrement, concernant l'emprunt, moi j'appelle ça l'emprunt européen, où justement elle a accepté, qu'est-ce qui a pu faire ce revirement je ne prends pas de situation, mais alors après il y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Est-ce que c'est la crise qui est vraiment la crise du Covid qui fait sans précédent, quoi, qui fait que ça l'a peut-être fait changer d'avis par rapport à cet emprunt. Est-ce que vous pouvez... Alors, oui, c'est quelque chose que j'évoquais, mais un peu rapidement, sur lequel je peux revenir ici. Donc, merci pour votre question. Sur la crise grecque, il y avait une vraie crise de la zone euro. Et cette crise de la zone euro, elle touchait pas l'Allemagne. Enfin, elle pouvait toucher l'Allemagne, bien sûr, mais elle touchait principalement les États du sud de l'Europe, Portugal, Espagne, Italie, et encore plus la Grèce. Si on reprend, moi je me souviens au début du printemps 2020, donc en mars, en avril, les journalistes qui m'appelaient pour avoir une expertise me disaient: est-ce qu'on revit la même chose que la crise grecque ? Est-ce que c'est la même chose? Parce qu'il y avait des vraies tensions européennes entre la France et l'Allemagne. Il y a une tribune d'Emmanuel Macron, je le disais tout à l'heure, avec 9 États européens pour dire qu'il faut des Corona Bonds. Ursula von der Leyen répondant que c'est juste du bluff, que c'est juste quelque chose pour faire joli de la part du président français, c'est juste de la com. On a eu des vraies tensions. Qu'est-ce qui a fait que, comme vous dites, Angela Merkel a changé d'avis? C'est qu'il y a eu alors une insistance très forte de la part de la diplomatie française, l'intermédiaire de Ursula von der Leyen, qui doit quand même, il faut le rappeler, son poste à Emmanuel Macron, qui avait refusé, je suis en train de chercher son prénom, Weber, enfin bref, le candidat de la CSU bavaroise à l'époque. Donc, elle a permis aussi, elle était ministre de Angela Merkel, elle a permis aussi de faire le lien et de progressivement convaincre Angela Merkel que c'était la seule solution. Parce que la crise, et ça répond à la deuxième partie de votre question, la crise est beaucoup plus forte que celle de la crise grecque de 2009-2010, enfin 2010, 2011, 2012. On a là une baisse du PIB allemand, je crois, de 6% en 2020. Des choses qui n'étaient jamais arrivées malgré le fameux bazooka qu'avait sorti Scholz dès le mois de mars. Donc on a une vraie crise et qui risquait, on avait un vrai risque là, d'effondrement complet de la zone euro et d'effondrement de l'économie allemande. Donc, comme je l'ai dit dans la conférence, je le redis, ce qu'a dit Angela Merkel, c'est si l'Europe va bien, l'Allemagne va bien. Il y a aussi quelque chose de très pragmatique. Ça sert nos intérêts. Là où ça devient quelque chose de très surprenant, c'est l'acceptation de l'emprunt au nom de la Commission. Là, l'emprunt commun, c'est une vraie rupture de la part d'Angela Merkel, mais elle ne voit ça que comme une mesure temporaire, c'est-à-dire dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Elle ne voit pas ça comme une possibilité à long terme.
Après, c'est toujours pareil, une fois que c'est acté, ça peut être réutilisé. Le mécanisme européen de stabilité dont je parlais, il a été créé au moment de la crise de 2010. Tout le monde disait que ça allait être quelque chose pour résoudre cette crise-là, puis il existe toujours aujourd'hui. Donc, c'est en ça que Merkel avance par pragmatisme et par petits pas. Mais qui parfois peuvent servir l'Europe, et c'est tant mieux sur cette question-là, puisque peut-être que dans quelques années, on considérera normal que la Commission puisse utiliser les bonnes notes financières, les fameux AAA de certains États comme les Pays-Bas et l'Allemagne sur les marchés financiers pour emprunter à bas taux, à bas coût, enfin oui, avec des taux très, très faibles, et donc pouvoir garantir à des États qui, eux, emprunteraient à des taux plus importants des emprunts communs. Beaucoup ont parlé de moment hamiltonien à ce moment-là. C'était l'enthousiasme. Hamilton, c'était le secrétaire d'État au Trésor américain qui, après la guerre d'indépendance, a permis une communautarisation des dettes des différents États américains et on parle souvent à la fin du XVIIIe siècle de moment de création des États-Unis, de vraie création des États-Unis, puisque les différents États qui étaient endettés au moment de la guerre, les armées étaient par État, hein, il n'y avait pas d'armée d'indépendance américaine. On a une vraie naissance. Alors, on n'en est pas là, hein, on n'est pas au moment hamiltonien, mais la comparaison pouvait être posée, en tout cas, elle faisait du bien pour l'avenir de l'Union européenne. Pardon, excusez-moi, Ulrike, est-ce que je peux poser encore une question? Bien sûr, allez-y. On y prend goût, hein, c'est vraiment agréable. Je voulais savoir de tous les chanceliers et chancelières depuis la création de l'Europe, quel est le plus européen de tous les chanceliers ou chancelières, d'après vous? C'est compliqué parce que quel serait le plus européen? Peut-être Helmut Schmidt, si on regardait, même si Helmut Schmidt ou Helmut Kohl. Helmut Schmidt pour sa relation avec Valéry Giscard d'Estaing et pour des questions qui sont peut-être moins importantes parce que, tout aussi importantes mais qu'on voit moins, c'est-à-dire toutes les questions financières que j'ai évoquées, le système monétaire européen, la création de l'ECU, le European Currency Unit, etc. dans les années 1970, la création, l'acceptation de l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, etc. Donc ça fait un vrai européen. Et Helmut Kohl sur l'autre aspect, qui est celui de Maastricht, qui est celui comme je vous ai rappelé tout à l'heure, de l'euro, etc. Donc ce serait peut-être les deux. Et c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, ce sont deux chanceliers allemands qui ont eu une relation très forte, à la fois politiquement et personnellement, avec un président français qui n'était pas de leur bord politique. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Helmut Schmidt était social-démocrate et Valéry Giscard d'Estaing un libéral, et à l'inverse, Kohl était à la CDU et Mitterrand un socialiste. Et on peut voir que ce sont peut-être deux grands chanceliers européens. Après, c'est difficile d'en choisir un ou d'en choisir deux, parce que tous ont servi l'Europe. Comment pourrait-on dire que Adenauer n'a pas été européen dans le sens où il était à la tête de l'Allemagne quand il y a eu la CK et la CE. Comment pourrait-on dire que Willy Brandt n'a pas été européen avec son Ostpolitik, parce que c'est aussi une politique européenne de rapprochement avec les États d'Europe de l'Est, même s'ils étaient communistes. C'est lui qui a permis l'entrée de l'Allemagne à l'ONU, etc. Donc c'est difficile, mais voilà, sur ces questions-là, on pourrait parler aussi, je vais finir par tous les citer, mais Schröder à sa manière, même s'il était moins européen peut-être que Kohl, il a servi l'Union européenne au moment de l'acceptation, puis il y a eu le rejet français, mais de l'idée d'un traité constitutionnel européen. Et puis Merkel, comme on vient de le dire, n'est peut-être pas une grande européenne, mais elle a permis de grandes avancées au niveau de l'Union européenne. Merci. Bon, Valérie. Très bien. Il y en aura encore d'autres des questions, mais il va falloir s'arrêter. Oui, donc on va peut-être s'arrêter et vous libérer, Monsieur Paul Maurice. Moi, j'avais une petite question, mais je vous la poserai peut-être, c'est pas vraiment par rapport à cette conférence, mais lorsqu'il y avait la crise grecque, on a reproché, il y avait des adversaires, disons, de la position allemande qui reprochaient justement que l'Allemagne ait refusé à la moindre générosité, alors qu'elle avait des dettes anciennes à payer.
Qu'est-ce que vous pouvez en dire C'est en quelques mots seulement? C'est le fameux pillage de la Banque de Grèce, c'est ça? C'est ça, ouais, ouais. Ça a été réglé, hein. En fait, c'était symbolique, c'était utilisé politiquement. On était dans un mouvement, sans revenir dans le détail, mais avec Syriza, et où on était un peu dans une lignée d'une gauche radicale européenne qui se voulait l'héritière du mouvement antifasciste de manière tout à fait honnête, et qui utilisait ça à des fins de politique intérieure. La question bon, elle reste ambivalente, mais elle a été réglée en tout cas dans des accords entre la RFA et la Grèce dans les années 1950 sur ce que l'Allemagne devrait à la Grèce. Ce qui est intéressant, juste pour terminer sur cette question-là, c'est qu'on avait des représentations en Grèce de Merkel en Asie ou de Schäuble, qui était ministre de l'économie et des finances, des finances, pardon, en Asie également, ou en SS ou que sais-je. Et en même temps, à la même époque, est créée en Allemagne l'AfD, l'Alternative für Deutschland, qui était au départ un parti d'économistes, qui trouvait que l'Allemagne était trop généreuse envers la Grèce. Donc vous voyez, tout dépend aussi du point de vue que l'on a sur une crise. Merci pour cette information. Je vous en prie. Bon, donc s'il n'y a plus de questions brûlantes que vous devez absolument poser pour vous débarrasser d'une curiosité insatiable. Peut-être une dernière, mais... Une petite dernière, parce que... alors, j'aime bien relever parfois des paradoxes, c'est que finalement, vous parlez de la crise grecque et finalement de Merkel comme femme de poigne en Europe par rapport à ce sujet. Et en même temps, il m'a semblé qu'il y avait dans la Jugendsprache allemande, il y avait le verbe Merkeln qui était né, et qui paradoxalement signifiait ne rien faire, ne pas prendre de décision, n'émettre aucune décision. Je me demandais s'il n'y avait pas un peu aussi un paradoxe par rapport à ces deux éléments-là. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est le paradoxe de... Finalement, je vais résumer ça pour essayer de faire une réponse englobante, c'est le paradoxe de l'Allemagne vis-à-vis de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'État qui est fort, qui est censé emmener tout le monde, et puis qui parfois s'est tapé du poing sur la table et emmener une décision, alors, pas tout seul bien sûr, avec la France, avec l'Italie, avec l'Espagne, et en même temps qui finalement parfois ne fait pas grand-chose et laisse les choses whatever works, business as usual, etc. Enfin, on est un peu dans ces, pardon d'avoir utilisé beaucoup de mots d'anglais là, dans ces mêmes phrases alors que je devrais parler allemand. Mais voilà, on est vraiment dans ce paradoxe-là et Merkel illustre bien ces paradoxes, c'est-à-dire qu'on est dans le pragmatisme et l'hésitation. Et il va peut-être, enfin voilà, et dans une période après Merkel, peut-être de redéfinition de tout ça. Merci. En prenant ça pour le mot de la fin, oui, Maëlle, tu veux me poser une question? Non, je veux juste dire au revoir. Bon, donc, attends une seconde. Barbara. Un tout grand merci, Monsieur Maurice, pour cette soirée vraiment intéressante. Je pense qu'on restera en contact. On se verra peut-être lors du congrès ou à d'autres occasions et on vous invitera certainement encore à d'autres mardis de la FAFA. J'aimerais vous rappeler que nous nous rencontrons la prochaine fois dans 2 semaines. Ce sera le 25 mai, si je ne me trompe pas, et ce sera Francis qui présentera les amours interdits, l'histoire des enfants de soldats allemands et de femmes françaises, des histoires d'amour et de guerre et de grands enfants maudits. Les enfants maudits. Donc, vous êtes tous les bienvenus le mardi 25 à 8h05 pile, nous commencerons. Si le sujet vous intéresse, Monsieur Maurice, vous êtes le bienvenu aussi. Merci pour l'invitation. Il faut apporter les mouchoirs. Hein. Voilà, avec deux juste petites infos, ça sera sur le même lien, toujours le même lien pour la conférence. Ça sera également enregistré. Vous pouvez retrouver toutes les anciennes conférences dans les mardis de la FAFA, dans la chaîne YouTube de la FAFA pour l'Europe. Voilà, et vous trouverez quelques pépites. Alors, merci. Beaucoup. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir. Bravo. Merci à vous. Et j'espère effectivement à très bientôt pour une autre soirée aussi intéressante et riche. Merci beaucoup.
Merci. Et on bonne restera en soirée. contact Avec plaisir. pour Bonne les soirée. formalités. Merci. Merci. Au revoir. Au Bien. revoir. Au Bravo. revoir. À la Bonne soirée. prochaine. Au revoir. Au plus tard dans 2 semaines. Oui. Bonne soirée. Attendez.